les amis, nous sommes encore ici aujourd'hui, n'est-ce pas, pour notre entretien, n'est-ce pas, hebdomadaire sur l'état du chassement. Le thème aujourd'hui, c'est l'outrage. L'outrage au chef, qu'est-ce que c'est? Et donc, qu'est-ce que c'est que l'outrage? L'outrage au chef, c'est quoi? Euh, je crois que de ce point de vue, je suis sans doute l'une des personnes qui pourrait en parler le mieux parce que, évidemment, j'ai fait face aux tribunaux de notre pays parce que j'étais accusé d'outrage au chef de l'État et d'outrage au corps constitué, spécifiquement à l'armée. L'outrage, c'est évidemment un crime qui, au Cameroun, est condamné et entre dans un chapitre beaucoup plus large et qui inclut du moins des délits comme la diffamation, etc. Mais pour ce qui concerne un corps constitué, comme on appelle en français, du moins une autorité, comme on dirait de manière beaucoup plus générique, l'outrage est sans doute le mot, est sans doute le terme. L'importance de ce thème est liée à l'actualité parce que nous avons vécu cette semaine, n'est-ce pas, le fait qu'un chef coutumier, un chef traditionnel ait été destitué par l'administration territoriale. Et donc, l'outrage et la destitution d'un chef, c'est deux choses liées parce que, évidemment, si l'outrage fonctionne, le chef sera destitué. La question qui se pose donc, c'est de savoir qui a le droit de destituer le chef. Et donc, et la destitution d'un chef, évidemment, c'est un acte outrageant. C'est-à-dire, c'est un acte qui fait que l'on soit fâché. Mais en même temps, c'est un acte qui porte atteinte à l'existence même de l'autorité parce qu'elle retire à l'autorité son piédestal. Donc, vous voyez, la destitution du chef et puis l'outrage sont liés, les deux sont liés. J'ai dit tout à l'heure, il s'agit de savoir qui a le droit de destituer le chef, mais la même question se pose aussi. Qui a le droit de faire outrage au chef et donc, c'est la même question qui se pose dans ces deux domaines. On peut bien sûr dire que, comme certains l'ont dit, que le ministre de l'administration territoriale a le droit de destituer un chef traditionnel parce que c'est lui qui est l'autorité dont les chefs traditionnels sont les auxiliaires. Comme on sait, le langage veut que les chefs traditionnels soient les auxiliaires de l'administration. En d'autres termes, Atangandi est le chef de Bilo-FA, le chef Bilo-FA, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Et donc, Atangandi aurait le droit donc, de destituer Bilo-FA parce que lui, il est le subalterne d'Atangandi. C'est une question qui est d'importance parce qu'évidemment, il faut se poser la question de savoir si le même Atangandi, par exemple, a le pouvoir de destituer le sultan Joya, qui lui aussi, à la base, est chef traditionnel et qui a été aussi ministre de l'administration territoriale, donc a occupé la position d'Atangandi. Comme quoi, vous voyez, ça devient un peu complexe, sinon d'ailleurs très complexe. Et j'ai lu d'ailleurs aujourd'hui qu'Atangandi avait comme intention de destituer également certains lamidos du Nord qui, estime-t-il, ont pris des prises de position politiques. Donc la question qui se pose, c'est donc la question politique. Et en général, est-ce que les chefs traditionnels ont le droit d'avoir une opinion politique et de l'exprimer, comme pour l'exprimer, de faire partie des associations, y compris des associations politiques que sont les partis politiques et donc de militer dans ceux-ci, sinon même défendre leur point de vue dans ces partis politiques-là. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Et là encore, on peut revenir sur la jurisprudence du sultan Joya qui est apparu en fait partout avec les oripeaux du RDPC et qui est d'ailleurs sénateur du RDPC, etc. Et ce qui fait campagne pour le RDPC partout, mais qui évidemment ne peut pas être destitué par Tangandi. Vous voyez donc, nous sommes en train de tourner en rond. Ça veut donc dire que nous avons un problème là. Nous avons un problème très sérieux sur lequel il faut trancher. J'ai toujours dit que l'histoire est notre seul témoin. Et donc, c'est l'histoire qui nous enseigne, qui nous dit des choses. Mais malheureusement, dans notre pays, nous vivons une époque durant laquelle ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas que le peuple connaisse son histoire, ne veulent pas nous enseigner notre histoire, ne veulent pas que nous sachions en fait d'où nous venons. Là, c'est essentiel pour ce pouvoir-là que l'ignorance soit cultivée afin évidemment de s'installer, afin de fonder la tyrannie qu'il veut fonder.
C'est pourquoi j'ai estimé qu'il fallait prendre comme thème aujourd'hui l'outrage, avec comme sous-thème la destitution du chef. Évidemment, nous allons venir vers la fin de l'émission sur le sous-thème. L'outrage, c'est un chapitre aussi de la critique. Parce que l'outrage, c'est une forme de critique. La question qui se pose, c'est bien sûr de savoir, est-ce qu'on a le droit de critiquer le chef? Est-ce qu'on a le droit de lui porter critique? Nous vivons dans un pays où de temps en temps, où nous avons plusieurs cultures, c'est vrai, mais où de temps en temps, il y a des gens qui disent qu'on n'a même pas le droit de critiquer Biya. Rappelez-vous qu'en 1990, l'un des procès les plus célèbres qui a commencé le processus de démocratisation était autour justement de l'outrage, le procès contre Manga et contre Njawe. Ils étaient accusés, ils avaient été arrêtés, ils avaient été en prison et il leur était fait le reproche d'avoir outragé le président de la République et qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Donc, la question qui se pose est donc celle de savoir si l'outrage a même lieu, a même place, a même, comment dire, a même un espace dans l'espace dans ce qu'on appelle la République du Cameroun et qu'est-ce que c'est? Et donc, est-ce que la critique a un lieu dans le pays où nous vivons et qu'est-ce que c'est que la critique? C'est la question qui se pose. Il y a quelques années, j'avais demandé à un philosophe camerounais, Bedima, de m'écrire un article sur la critique, de définir ce que c'est que la critique parce que je lui avais dit, nos compatriotes ne savent pas tellement ce que c'est que la critique. Il y a tellement de chapitres qui sont liés à celle-ci qui ne sont pas tellement pris au sérieux dans notre pays. Par exemple, les gens confondent ce qu'on appelle en anglais vetting, to vet, avec la critique, avec l'insulte. Ils confondent l'insulte avec l'attaque. Ils confondent l'attaque avec la provocation. Ils confondent la provocation avec l'incitation. C'est-à-dire, ils confondent tous les chapitres particuliers de la critique et donc ils confondent tout cela avec l'outrage. Et c'est donc pourquoi c'est essentiel pour nous aujourd'hui de distinguer très bien l'outrage. Parce qu'évidemment, nous ne sommes pas une génération spontanée, nous avons une histoire, nous avons une culture, nous venons d'un espace bien précis. Et donc, pour pouvoir définir un thème, de mon point de vue, ce n'est pas nécessairement intelligent de s'en remettre tout simplement au dictionnaire, tout comme ce n'est pas tout simplement intelligent de s'en remettre au texte de la loi qui condamne l'outrage, qui condamne l'incitation, qui dirait-on, condamne la critique parce que plusieurs personnes disent d'ailleurs, même par exemple, que les Bamileke ne devraient pas critiquer Biya, devraient le considérer comme un chef suprême, etc., etc. Donc, on se retrouve avec un imbroglio où c'est essentiel de retourner sur la tradition que nous avons pour voir comment est-ce qu'elle définit la critique et qu'est-ce qui fonde la critique chez nous. La critique, je vais déjà le dire clairement, vient de la minorité. La critique vient de la partie exclue. La critique vient de l'autre. Comme quoi, de ceux qui n'ont pas voix au pouvoir, de ceux qui sont disons dans l'opposition de manière générale. Donc la critique est exprimée par ceux qui sont opprimés, par ceux qui n'ont pas le pouvoir. On ne peut pas en même temps avoir le pouvoir et faire la critique, ça ne marche pas. Donc le lieu de la critique, c'est le lieu de la minorité. Et dans la société en général, la minorité politique la plus clairement formulée et puis démographiquement la plus calculable sont les femmes. Donc la critique vient fondamentalement des femmes dans les sociétés que nous, du moins dans lesquelles nous vivons. La question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que les femmes ont le droit de critiquer le chef? Est-ce que les femmes ont le droit, en fait, même d'outrager le chef? Est-ce que les femmes ont le droit, en mondovision, comme quelqu'un a dit sur ma page aujourd'hui, de critiquer le chef? Et c'est là où notre histoire nous permet d'apprendre des choses, nous enseigne des choses, nous fait voir que celle-ci a défini un espace bien précis pour la critique qui s'est d'ailleurs manifesté plusieurs fois. C'est pourquoi, pour commencer, je vais nous faire voir une petite vidéo qui présente la critique exprimée devant un chef, et cela dans l'espace Bamileke. C'est un critique qui parle au chef. Oh,
Oh, Tangiam, Kinomokiza, Ewoto, Kemoyaki, Kinalogan, Asamo, Afitisa, Egamo Ayu, and no town. Oh, Tangiam, Kinomokiza, Ewoto, Kariaki, Kinalogan, Asamo, Afitisa, Egamo Ayu, Akizagi, one your mice in Walen, the Takio Lady, what to sell for me, Akiki or Tongue, I just saw one young. Itaki your lady, what's a cell for me? Akiki or Tongue, I just saw one young. Around me, one, it's a seal name. It's a Siguana, it's a Sibamina. Judah is a one week. I was in December. I was on CCG. As I am, I was from the other one uniform. I am feeling one to one. Il a compris. Vous mobilisez du oui. I need some more for me. If I keep one something, I just have I don't see one on the other. One on the water, one on the vanilla. We are more your chemicals, the one that you can be done. We are more your chemicals, the one that you can be done. Oh, so that. There's a synthesis that we fight out once more. There's a synthesis that we fight out once more. We fight out once more. There's a synthesis that we fight out once more. Oh, thank you. Voilà. Je pense que c'est essentiel pour nous d'analyser un peu cette vidéo parce qu'elle présente vraiment, déjà par la beauté du langage qui est utilisé, la beauté de la critique. Mais ce qui est aussi essentiel, c'est de se rappeler que celui qui exprime la critique, là, c'est un homme. Et que derrière lui, celle qui donne un cœur, donne le rythme à sa critique, ce sont des femmes. Donc, la position des femmes est clairement formulée comme étant celle qui exprime la critique là, et lui, il la verbalise. L'espace est bien spécifié. Vous voyez, c'est lui qui parle, ce n'est pas le chef. Il exprime les colères des gens dont les femmes sont le cœur. Donc, il présente les volontés de la population qui ne sont pas écoutées. Et cela se fait de manière publique, ce n'est pas caché. Le chef est là, il accepte tout, il avale tout, il est silencieux. Et c'est le critique qui parle. Le critique n'est pas arrêté. Or, nous savons que dans le Cameroun d'aujourd'hui, quiconque le fait, qui s'exprime ainsi de manière publique, est automatiquement arrêté, jeté en prison. Et là, c'est une société bamileke, ce sont les Nso, où la critique est exprimée en public, devant tout le monde, dans une structure traditionnelle ouverte, devant le chef qui est critiqué, et il n'arrête pas celui qui exprime la critique là. Et la critique verbalise des points de vue qui sont représentés par un cœur de femmes qui représentent le peuple et personne n'est arrêté. Si on compare avec les marches du 26 janvier, où des gens se sont mis en route à Yaoundé et à Douala pour exprimer leur point de vue critique, nous, on se rappelle très bien que tous ont été arrêtés, ont passé 8 mois de prison. Vous voyez donc qu'il y a une différence entre la position, comme on dit en français, le statut de la critique dans les sociétés traditionnelles, comme ici dans la société Nso Bamileke, et le statut de la critique tel que nous l'avons au Cameroun à l'heure actuelle, où exprimer son point de vue de manière critique est passible d'emprisonnement. Et nous voyons ici d'ailleurs, le critique est félicité, c'est-à-dire qu'il est faroté. On lui donne de l'argent parce qu'on le remercie pour avoir verbalisé le point de vue de la population et le point de vue spécifiquement de ces minorités-là qui sont des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas arrêté, il est plutôt félicité. C'est ça le statut de la critique dans la société traditionnelle bamileke. Et donc, dans l'espace camerounais, c'est essentiel de le dire parce que les critiques qui ont le plus souffert et qui souffrent le plus, ce sont les bamileke. Prenons, du moins durant ces dernières années, si on prend par exemple, si on prend de 1960 à 1970, le génocide qui a été commis contre les bamileke, c'est un exemple extraordinaire, n'est-ce pas, de destruction d'un point de vue critique qui était verbalisé par Ernest Ouandié et puis par spécifiquement Kamdem Niyim, dont nous avons vu la photo tout au début. Donc, cet espace-là qui génériquement connaît la critique, qui a un espace pour la critique et qui félicite celui qui verbalise cette critique-là, cet espace-là ne peut pas s'exprimer, n'arrive pas à s'exprimer dans la République
qui l'exclut. Parce que, comme j'ai dit, le point de vue critique, la critique, c'est le point de vue, n'est-ce pas, de l'opposition, c'est le point de vue qui n'est pas majoritaire, c'est le point de vue donc, de la minorité. Mais j'ai aussi dit que démographiquement, ceux qui représentent ce point de vue minoritaire-là, ce sont surtout les femmes. Et donc, il s'agit donc de savoir si les femmes peuvent elles-mêmes verbaliser ce point de vue critique-là. Et là, il faut revenir un peu plus longtemps pour raconter cette histoire-là, parce qu'il faut commencer par le Nigeria. En 1948, avec la grève des femmes, dirigée par celle qui était la mère du chanteur Fela, n'est-ce pas, qui a mobiliser les femmes autour d'une cause, la cause de la bataille, n'est-ce pas, pour l'abolition des taxes qui étaient posées sur les noix de cola. Et l'acte que ces femmes-là ont posé n'était pas seulement associatif, cet acte-là était symbolique, c'est-à-dire était culturel. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles se sont déshabillées. Et une femme dont l'expression de la critique par les femmes, du moins de l'outrage, n'est-ce pas, tel qu'exprimé par les femmes, c'est qu'elles se déshabillent. En d'autres termes, elles maudissent le roi. En d'autres termes, je le dis encore, elles maudissent le roi en lui montrant leur partie intime. Parce que comme nous savons, même le roi a été accouché par une femme. Même le roi a été accouché par une mère. Donc lorsque les mères se déshabillent comme ça, elles disent au roi en fait qu'il est maudit. L'outrage le plus grand, n'est-ce pas, c'est maudire le roi. Donc un roi qui est maudit comme ça est automatiquement destitué parce qu'il a vu les parties qui lui ont donné naissance. Donc c'est ça la malédiction la plus grande qui puisse frapper un critique. Et en 1948, les femmes l'ont exprimé, mais aussi au Cameroun en 1992 avec les Takumben, que nous voyons maintenant sur la photo en 1992, elles se sont levées pour protéger John Frondi, qui était alors sous la menace du moins d'une résidence surveillée. Elles se sont levées pour le protéger. Sur la photo, on voit très bien qu'elles sont habillées en pagne blanc avec un foulard rouge. Mais en fait, dans la tradition, ces femmes-là se dénudaient, c'est-à-dire qu'elles marchaient nues pour montrer au roi qu'il n'est rien du tout, c'est-à-dire que c'est elles qui l'ont accouché. Et donc, de ce point de vue, leur expression était absolument physique. C'était une expression de rejet. Et un roi qui subissait ça était destitué. Évidemment, ici, il faut se poser la question de savoir quel est le pouvoir de destitution qu'elles ont, parce que le roi, ici, pour ce qui concerne le Cameroun, Paul Biya, vient d'une autre tribu et puis est demeuré président en 1992, c'est-à-dire qu'il n'a même pas compris ce qui se passait devant lui. Mais il demeure que le statut de la critique était évidemment respecté dans ce sens où la critique était publique. La manifestation de celle-ci était sanctifiée parce qu'il s'agissait d'une manifestation d'une minorité, les femmes, et évidemment celle-ci exprimait leur outrage par rapport à l'acte de celui qui avait l'autorité et qui mettait John Frondi en résidence surveillée. Mais voyons donc, parce qu'il faut savoir que cela ne s'est pas arrêté en ce moment-là. Évidemment, le 1er octobre 2017, il y a eu une revenue, une résurrection des Takumben, n'est-ce pas, dans le cadre de la révolte anglophone, de ce qui deviendra la révolution ambazonienne. En fait, avec les Takumben, on a vu une transformation, n'est-ce pas, de cette critique-là qui était un soutien à John Frondi. On a vu une transformation de celle-ci en un soutien pour la République fédérale d'Ambazonie. Mais écoutons ici une des Takumben pour entendre ce qu'elle dit. Fellow Ambazonians, good morning, good afternoon, good evening. Takumben Ngocom here, talking to you once more. Special greetings to our people on Ground Zero. Special greetings to our leaders and the boys and girls that are incarcerated in the dungeons. Comrades, I'm here to make an appeal for us to turn out and attend the protest that is planned at the UN headquarters in New York on the 20th of September. And almost people are wondering, why did we have to do this time around? This is a time when the UN holds its General Assembly, and the General Assembly has already started. They'll be starting debates from next week, and we thought it wise to have this protest before their debate starts, so that they might, or some of the members could decide to put it on the agenda, or at the very least they go into those debates knowing that that issue for which we were there last year is still pending.
Comrade, our leaders have also just been sentenced to life imprisonment, and there is no better time for us to come out and actually decry this injustice that has been meted out to our president and the rest of the NERA 10. The life sentences that they have received, which of course we know is bogus, it's just a political sentence that we've got, is one that we have to, all of us, come out and condemn. Without any doubt, we need to let the UN and the rest of the international community know that we do not condone such abuse of law, and that we're going to continue to fight for the freedom of our homeland and for the freedom of our leaders and every single one of our people that is within the bars. We just coming from a 2-week lockdown from Ground Zero, where our people have been so, though they feel the pains of all this lockdown, they understand the necessity for it, and they went through this. We're coming from a period where our people are being killed. We are in a period where our people are being killed every single day. Our girls are being raped. Our husbands are being either shot on sight or they're made to disappear. And the rest of our families are running into neighboring countries like Nigeria for refuge. We're coming from a period where whole villages are being burnt down. We're coming from a period where... Voilà. Ici, n'est-ce pas, c'est Jess, du moins c'est ma camarade, n'est-ce pas, que Jess Itambi, ma camarade absolument extraordinaire, n'est-ce pas, qui prend la parole pour appeler les Takumbeng, les femmes amazoniennes, à une manifestation devant les Nations Unies. Et Jess, c'est une personne extraordinaire. Ce qui est essentiel avec sa position, c'est qu'elle est évidemment aux États-Unis. Et dans ce qui veut donc dire que les Takumbeng ne sont plus tout simplement localisés dans l'espace du nord-ouest et du sud-ouest, mais ont des embranchements à travers la Terre. Et depuis le 1er octobre 2017, nous avons vu d'ailleurs des Takumbeng qui se sont manifestés, pas seulement aux États-Unis, mais en Europe. Et beaucoup plus que ça, nous avons vu des Takumbeng qui se sont manifestés dans les espaces francophones, c'est-à-dire nous avons vu les Amazones, n'est-ce pas, qui sont habillés en Takumbeng à Paris et à Bruxelles. Nous avons donc vu une globalité de ce qui autrement était lié tout simplement à l'espace du nord-ouest et du sud-ouest. Mais ce qui est essentiel aussi à dire, et c'est pourquoi j'ai commencé avec cette vidéo du Nigeria, avec cette photo du Nigeria, c'est de dire que nous parlons ici d'un espace, l'espace du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi surtout l'espace du Grand Ouest, qui est exclu de l'ordre politique et qui, historiquement, a toujours subi des génocides en 1956, 1970 et maintenant depuis 2017. Donc, c'est un espace qui a une structure bien précise, qui a une organisation, du moins de l'autorité traditionnelle, bien définie et qui a à l'intérieur de cette structure-là, à l'intérieur de cette organisation-là, qui a un statut pour la critique, qui a un statut pour l'opposition, qui a un statut, n'est-ce pas, pour l'outrage au chef. Vous voyez donc, une société organisée ne veut pas dire que c'est une société tyrannique. Une société bien organisée, c'est une société qui a un espace pour la critique. C'est une société qui a des soupapes qui permettent aux minorités de s'exprimer, ici les femmes, et qui permet aux minorités de s'exprimer de manière si outrageante que leur expression peut mener à la destitution du chef, peut mener à la restructuration de l'espace public, peut même mener à l'instauration, n'est-ce pas, d'une communauté beaucoup plus large que celle du village, pour ainsi fonder ce qu'on appellerait une nouvelle république. Donc, nous parlons ici d'une critique qui n'a pas besoin du dictionnaire pour exister, qui n'a pas besoin de la loi pour exister parce qu'elle est culturellement définie. Son statut est endogène, il est organique aux cultures du Grand Ouest, c'est-à-dire qu'il est inscrit même dans la manière d'être des gens du Grand Ouest. C'est essentiel de dire ça parce que souvent, au Cameroun, on dit « Est-ce que tu aurais pu parler à votre chef comme ça ?» Tout cela, en fait, des propos comme cela sont liés à l'ignorance devant la position, la place, le statut et même la portée de la critique dans les sociétés bamileke, dans les sociétés du Grand Ouest et dans les sociétés qui vont de cet espace-là dont je viens, qui est bamileke, au Nigeria et beaucoup plus loin que ça. Parce qu'il n'y a aucune société structurée et organisée qui puisse permettre la tyrannie. C'est absolument impossible parce que l'organisation même, c'est pour protéger les citoyens contre la tyrannie. Comme quoi,
lorsque vous voyez une société qui a des chefs traditionnels, ce sont des sociétés qui nécessairement protègent les citoyens. Ce sont des sociétés qui ne peuvent pas être tyranniques parce qu'elles ont des structures qui permettent à la critique et donc à l'outrage et donc à la destitution du chef d'être possible sans mettre en danger le vécu collectif, sans mettre en danger la structure générale de la société. Je n'ai même pas besoin de dire que nous parlons ici de sociétés qui ne connaissaient pas les prisons, qui ne connaissaient pas l'incarcération. Ça veut donc dire que nous parlons des sociétés dans lesquelles la minorité devait génériquement, organiquement être protégée. Et le rôle de la critique, tant masculine chez l'INSO, comme on a vu, que féminine, comme on a vu, n'est-ce pas, dans le Nord-Ouest, Bamenda, etc., et dans sa composante qui est l'expression des minorités, devrait nécessairement être protégée, tout comme les minorités elles-mêmes devaient être protégées. C'est pourquoi la surprise de chacun d'entre nous aura été de lire l'arrêté ministériel d'Atangandi, n'est-ce pas, destituant un chef traditionnel. C'est une surprise culturelle, c'est une surprise organique, c'est une surprise générique devant un ministre qui se donne l'autorité de destituer un chef traditionnel. La surprise n'a pas seulement été politique, la surprise a surtout été celle de ce que nous avons ici, un ministre qui pose un acte qui est en contradiction avec génériquement, organiquement, historiquement, la place du chef. Comme quoi, le chef est déjà inclus dans une structure sociétale qui a un lieu pour la critique, qui a un lieu pour l'expression de l'outrage, qui a un lieu pour l'expression, n'est-ce pas, du rejet. Alors, être destitué par le ministre pose un problème qui, je pense, nécessite notre réflexion, nécessite notre sagacité. Mais avant d'y aller, j'aimerais dire que la destitution du chef, qui ici vient de l'extérieur, n'est-ce pas? Parce que la destitution du chef, organiquement, devrait venir de la critique, devrait venir, n'est-ce pas, de l'outrage, qui est l'expression de ces minorités-là, qui, avec nos mamans qui se déshabillent, font que le chef soit destitué. Ici, le chef est destitué du moins par l'administration postcoloniale, disons comme ça. La raison, évidemment, c'est que le Cameroun a été colonisé par la France, comme nous savons. Le Cameroun a été colonisé par un pays dont le système d'administration, c'était l'administration directe. Mais aussi, Bilo Aefa, qui est un chef Ewondo, du moins, ça appartient à une culture qui n'est pas celle du Grand Ouest dont j'ai parlé, là, dans une culture proto-démocratique, qui ne connaît pas les structures organisationnelles que j'ai présentées, du moins des structures organisationnelles qui reconnaissent la place de la critique et qui donnent à la critique le pouvoir même, n'est-ce pas, de destituer le chef. Donc, nous avons ici deux cas de figure, en fait, deux choses qui sont intéressantes à souligner. Mais ce qui est aussi important à souligner, c'est qu'il est reproché fondamentalement à Bilo Aefa d'avoir eu des points de vue politiques, c'est-à-dire d'avoir appartenu à un parti politique qui est le MRC, ce pourquoi il est d'ailleurs allé en prison, d'avoir fait campagne pour le MRC. Il lui a reproché à côté de ça des choses plus ou moins incompréhensibles comme l'insubordination, etc. Donc, il lui a reproché grosso modo d'avoir eu un point de vue politique. Alors que lorsqu'on regarde le CV du même Bilo Aefa, on se rend compte qu'il a commencé ses prises de position politiques à l'intérieur de ce qui s'appelait alors l'Union nationale camerounaise, qui était le parti unique, comme quoi dès le début même, dès son intronisation comme chef, il était déjà politique dans l'UNC, comme sans doute Mbombo Njoya était aussi dans l'UNC, comme tous les chefs étaient dans l'UNC. Ensuite, comme nous pouvons lire, il a appartenu au RDPC, comme quoi il n'a jamais été un chef apolitique. C'est essentiel de dire ces choses parce que plusieurs critiques disaient ou bien diraient que cette position de la critique, n'est-ce pas, que j'ai présenté, de l'outrage que j'ai présenté est culturel et que le point de vue politique, c'est autre chose. On se rend donc compte qu'avec Bilo Aefa, c'est un chef qui était essentiellement politique. Et après le RDPC qu'il a quitté, il s'est retrouvé dans le MRC, ce qui lui est reproché fondamentalement, ce qui fait qu'il a été destitué. On dirait donc moins à cause de son point de vue politique qu'à cause plutôt de son appartenance au MRC, c'est pourquoi d'ailleurs il était allé en prison. Mais là, ce sont des petits chapitres, en fait, ce sont des phrases
dans la tyrannie que nous connaissons, mais qui ne remettent pas en cause, n'est-ce pas, la caisse générale qui veut que le chef ait été destitué par l'autorité administrative qui, elle, est un résidu de l'administration coloniale française. Et je le dis avec clarté parce que les espaces dont j'ai parlé là, l'espace Bamileke, n'est-ce pas, l'espace du Grand Ouest, le Nigeria d'ailleurs, ce sont des espaces qui, de manière du moins générale, on dirait, ont été colonisés par un système indirect. Comme quoi, sans le vouloir, mais aussi devant la force des choses, la France a été obligée de donner, par exemple, à Fouman, au Bamoun, un système indirect. Elle a essayé en 1921 jusqu'à 1933, n'est-ce pas, de destituer le sultan, mais ça n'a pas marché. Elle a essayé plusieurs fois, n'est-ce pas, de casser le système du sultan, mais ça n'a pas marché. Elle a essayé la même chose avec les Lamido, non, ça n'a pas marché. Donc, sans le vouloir, en fait, devant la force des choses, devant la force des structures organisationnelles qui existent dans le Grand Ouest, mais aussi dans le Nord, la France a été obligée donc de concéder à ces espaces-là, n'est-ce pas, un système de gouvernement indirect. C'est-à-dire de laisser aux chefs qui existaient déjà dans ces espaces-là des pouvoirs que la France n'a pas laissé, en fait, qui n'existaient pas du tout dans le centre, dans le sud, etc., etc. En d'autres termes, les chefs dans les structures organisées comme ceux des Bamileke, comme ceux, n'est-ce pas, des Yoruba, etc., les chefs ont une puissance qui n'est pas seulement liée à l'Assemblée qui les fait être chefs, c'est-à-dire c'est pas seulement parce qu'ils sont les fils de chefs qu'ils deviennent chefs et puis c'est tout. Non, ils ont des notables, 9 notables. Il y a le Lacan, par exemple, qui permet la transition entre le biologique et la chefferie. Mais aussi, il y a ces multiples tontines, les mandjos, qui rendent de toutes les façons le pouvoir du chef inscrit dans la structure de la société. Et puis, nous avons bien vu, n'est-ce pas, le Takumbeng, c'est une tontine, évidemment, ce n'est pas seulement une tontine des femmes, c'est aussi une tontine dont le but, c'est, n'est-ce pas, d'être un contre-pouvoir par rapport au chef. Nous avons donc ici des sociétés qui sont organisées pas seulement avec un chef, n'est-ce pas, qui est l'autorité traditionnelle, mais aussi nous avons des associations multiples, des tontines donc qui permettent à ce chef-là d'avoir une puissance. Vous comprenez donc qu'il est impossible, qu'il est vraiment génériquement impossible à Tangandji, au ministre de la Mission territoriale, y compris d'ailleurs, il était aux Français, de destituer un chef Bamileke, n'est-ce pas, totalement, parce que ce chef-là a la main mise sur les associations traditionnelles et plusieurs d'entre elles sont d'ailleurs secrètes. Comme quoi il a la main mise sur les strates sociales qui rendent son pouvoir possible. Et même aujourd'hui d'ailleurs, avec l'extension de cette tontine-là, avec l'extension de ces associations telles que nous avons vu avec les Takumbeng, où il y a les Takumbeng à New York, avec cette extension-là, le chef a donc une mainmise globale, ce qui lui permet, par exemple, d'avoir une relation organique avec Paris, avec New York, avec Bruxelles, avec Washington, et bien sûr avec Douala, avec Yaoundé, avec Konsamba, avec Libreville, avec le village, n'est-ce pas, tout simplement à travers les associations. Vous voyez donc que s'il est destitué à Yaoundé par Tangandji, ça ne veut pas dire que sa relation organique, n'est-ce pas, avec les tontines de Paris, de Berlin, de Washington DC, etc., aura cessé. Comme quoi, vous voyez donc qu'il est impossible, il est même structurellement impossible à Tangandji de destituer un chef Bamileke parce que les tentacules qui le lient à ces multiples associations-là font que sa puissance soit organiquement ancrée. Et donc, celle-ci se manifeste, comme nous savons très bien, dans les foyers culturels, etc., etc., etc. C'est donc une autre vision de la chefferie que nous avons là. C'est une autre relation avec le chef que nous avons là. C'est donc une autre relation avec l'administration territoriale que nous avons là. Évidemment, ces chefs traditionnels bamileke, ces chefs traditionnels du Grand Ouest, n'est-ce pas, ont statutairement, disons, la même relation avec les chefs du centre et puis du sud, du moins avec le Minat. Comme que le Minat peut se donner l'autorité de poser un geste comme ça, mais ce geste sera sabordé par les ramifications organiques qui font que le chef
n'est-ce pas, soit latéralement lié à la terre entière, à tous les membres de sa tribu qui se retrouvent partout et qui n'ont pas nécessairement des liens de sang et dont les liens avec lui sont des liens de nomination. Et par exemple, les parentés, je dirais, c'est le Ndap qui lie génériquement, organiquement, n'est-ce pas, à ce chef-là et donc qui fait que qu'il ne soit même pas possible de le destituer parce qu'il est ancré dans un système d'arbre à partie qui est tout à fait global. Voilà grosso modo, une distinction que moi, j'estime devait être mise sur la table pour qu'on comprenne très bien qu'il aura toujours été impossible de coloniser, n'est-ce pas, de dominer l'espace du Grand Ouest. Qu'il aura toujours été impossible, n'est-ce pas, de mettre le Grand Ouest sous les fers. Pourquoi? Parce que l'organisation sociale, la structure du chef permettait à l'espace d'être le plus global possible, mais aussi inclut toujours dans cet espace-là un lieu, un statut de la dissidence, un lieu et un statut de la critique, et même une fonction primaire qui est celle d'exprimer la voix des minorités, d'exprimer la voix de ceux qui sont exclus. Mais il est aussi important, cela dit, de se rappeler que la destitution des chefs a une longue histoire dans notre pays, une très longue histoire qui devrait être enseignée. Parce que la colonisation n'a pu s'installer, évidemment, dans nos terres qu'en gratifiant des chefs qui étaient de son côté, comme nous savons tous les chefs qui ont signé les décrets de colonisation avec les chefs Douala, etc. Ce sont des chefs qui étaient amis, n'est-ce pas, aux colons, et qui étaient des collaborateurs, on dirait. Mais il y a de nombreux chefs qui ont refusé de le faire. Et lorsque vous entrez dans les archives, vous allez voir des successions de chefs qui ont été destitués. C'est absolument faramineux. La destitution des chefs, c'est en fait l'histoire même de la colonisation. Comme quoi, les colons ont toujours essayé de destituer des chefs. Ce système de destitution des chefs a évidemment le plus marché dans le centre et dans le sud, d'où l'implantation facile de la colonisation dans ces espaces-là. Et la destitution des chefs est telle que il y a plusieurs modalités qui sont entrées en jeu. Lorsque c'était le plus difficile, n'est-ce pas, l'exil entrait en jeu. Et c'est cette modalité-là qui a été prise en compte dans l'espace du Grand Ouest. Le plus grand exil dont on pourra se rappeler sans doute, c'est celui du sultan Njoya qui a vécu son exil de 1921 à 1933 à Yaoundé. Mais il y a d'autres qui ont fait la prison, le chef de Bangoula, par exemple, le chef Sokoudjou, comme il dit là. Ils sont très nombreux qui ont parfois même été tués, n'est-ce pas? Et qui, toutes les fois, ont été remplacés par des chefs qui n'étaient pas reconnus par ces strates sociales dont j'ai parlé là, par ces associations culturelles là dont j'ai parlé, et qui n'avaient pas de relation organique avec la communauté en général, ce qui fait qu'ils étaient plus ou moins, du moins, ils avaient plus ou moins le statut qu'ont les chefs du centre et du sud dans les communautés bamileke, dans les communautés du Grand Ouest, comme quoi ils étaient implantés de l'extérieur au lieu d'être des excroissances d'un développement endogène, d'un développement organique. Et donc, lorsque vous lisez l'histoire du Grand Ouest, en fait, c'est l'histoire de ces batailles-là de destitution. Destitution des chefs qui sont liés organiquement, n'est-ce pas, aux strates sociales, et leur remplacement par des chefs qui sont illégitimes. Bangoua, c'est sans doute un exemple fameux, n'est-ce pas, où ces batailles-là ont pris en fait des dizaines d'années. Mais il y a plusieurs autres chefferies. Celle de Fumban a survécu après 1948, je crois. Il y a eu une restitution de la chefferie et donc du sultanat de Njoya, n'est-ce pas, et donc l'installation vraiment officielle de la dynastie de Njoya, mais qui était en fait, du moins n'a pu s'installer que grâce à des arrangements avec la France. C'est-à-dire que la France a dû reconnaître que dans ces espaces-là, où il y avait un conflit entre les strates des associations, n'est-ce pas, qui portaient organiquement la chefferie et du moins des structures qui venaient avec elle, où il y avait un conflit entre les deux, il lui fallait trouver une moyenne mesure. Il lui fallait trouver un moyen de survie, on dirait, qui permettrait ici de maintenir des chefs puissants, là d'installer des chefs qui sont faibles, à côté de maintenir des chefs puissants et là d'installer des chefs collaborateurs, disons. Donc, c'est ainsi donc que l'Ouest, on dirait, a été plus ou moins colonisé. Et lorsque vous rentrez dans les textes des années 20, des années 30, vous allez voir que cette bataille est féroce.
féroce. Elle inclut des empoisonnements, des gens qui sont suicidés ou bien qui se suicident. Il y en a qui sont exilés, en fait, des chefs, je veux dire, qui sont exilés à Campo, qui sont exilés à Chang, etc. C'est une bataille absolue et extraordinaire avec des traîtrises par là. C'est vraiment dommage que l'histoire de notre pays ne soit pas racontée, qu'on ne la connaisse pas. Sinon, on aurait installé la destitution de Bilo Haïfa dans une histoire beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande, n'est-ce pas, dans la bataille pour la souveraineté de notre pays qui s'est manifestée le plus profondément, je dirais, dans ce conflit autour de la chefferie, c'est-à-dire autour de la destitution et puis de l'installation des chefs, c'est-à-dire en fait autour de qui a le droit de déposer un chef. Est-ce que ce sont les associations qui génériquement portaient ce droit-là, inclus dans le droit à l'outrage, ou bien est-ce que c'est, n'est-ce pas, l'administration territoriale avant le colon qui, de l'extérieur, pouvait imposer un chef et puis destituer celui qui, à l'intérieur de la chefferie, était dissident. Évidemment, ce conflit-là trouvera, je dirais, son sommet avec un chef bien précis, Kamdem Nihim. Kamdem Nihim, le chef de Baham. Et c'est essentiel de mentionner Kamdem Nihim ici dans ce contexte parce que Kamdem Nihim, c'était un chef avant-gardiste, le chef de Baham, avant-gardiste dans ce sens où il était éduqué. Il était éduqué en France, il était allé en France et nous dit-on, c'est en France qu'il a eu accès au mouvement indépendantiste de l'époque et donc il a eu à avoir à côtoyer, dit-on, je crois qu'il y a un peu, voilà, qu'il a eu à côtoyer les UPCistes, n'est-ce pas, qui s'est imprégné, qu'il s'est donné une conscience nationaliste nationale. Hein, donc, il a eu une envergure nationale, ou bien une lecture nationale du moins du problème camerounais. Et donc, en tant qu'étudiant, c'est là où il a été du moins choisi comme chef. L'histoire est très intéressante parce qu'on se rend compte que c'est quelqu'un qui était très intelligent et qui était du moins très brillant. Et donc, il a été choisi comme chef qui, du moins, ça a dû rentrer, n'est-ce pas, chez lui. Et qui, à Baham, a continué avec ses activités nationalistes, qui a grosso modo continué à agiter pour le compte de l'UPC. Son retour coïncidait à ce moment très intéressant de l'histoire camerounaise durant laquelle les chefs traditionnels de l'Ouest étaient liés en une fédération, n'est-ce pas? Cette strate dont je parlais était fédérative dans ce sens où les chefs étaient liés, les associations surtout, étaient liés dans ce qu'on appelait le Kumze, lequel Kumze était évidemment lié à l'UPC. Donc, il y avait une possibilité de structuration collective pour une bataille qui était organisée. Et donc, c'est dans cette nappe-là, n'est-ce pas, qu'il pouvait exprimer du moins son point de vue plus ou moins nationaliste et point de vue qui est entré en contradiction, disons, avec la France coloniale. Et là, il sera destitué de sa chefferie et un autre chef sera mis à sa place. Et donc, c'est là où ça commence à devenir intéressant parce que autour de lui se constituera très rapidement ce qui sera le sinistre, c'est-à-dire l'Armée nationale de libération du Cameroun, Cameroun avec K, c'est-à-dire la force armée de l'UPC qui commencera à poser des actes qu'on appelait des actes de terrorisme selon le point de vue du gouvernement, mais des actes de dissidence selon le point de vue nationaliste. Donc, c'est autour de Kamdem Nihim, n'est-ce pas, de sa destitution, que soudain, le Cameroun bascule et puis entre dans la guerre civile. C'est essentiel de dire ce genre de choses parce que déjà, Kamdem Nihim, comme je le répète, était le chef de Baham. Et nous savons très bien que Maurice Kamto est Baham. Kamdem Nihim, pour le gratifier, c'est-à-dire pour le faire sortir du maquis, il sera nommé ministre de la Santé, le plus jeune ministre de la Santé jusqu'à l'heure actuelle, je crois qu'il avait 23 ans comme ça. Mais son point de vue n'aura pas changé, c'est un traquenard. Il sera arrêté par Aïdjo quelques temps plus tard, je crois en 1964, 1965, comme ça, il sera exécuté sur la place publique. Comme quoi, c'est une histoire tragique d'un Bamileke qui aura levé la tête, d'un chef qui sera devenu dissident, d'un chef qui organiquement aura été choisi
comme étant le successeur de son père et qui aura été déposé par l'administration coloniale et puis par l'administration, n'est-ce pas, du Cameroun indépendant, mais d'un chef autour de qui la dissidence nationale et puis nationaliste se sera organisée pour devenir violente. C'est essentiel de souligner ces détails de notre histoire parce que sinon on ne comprendra pas comment est-ce qu'un pays peut basculer dans la guerre. Évidemment, on pourrait se dire que la destitution de Bilo Aifa aura de telles conséquences, mais chacun comprendra que c'est impossible parce qu'il lui manque cet organigramme-là, ce côté générique, cette relation avec les associations qui n'existe pas dans le sud-ouest, qui n'existe pas dans le sud, qui n'existe pas dans l'est ou bien dans le centre. N'est-ce pas? Ce chef-là de Ewondo, qui est surtout un suppôt de l'administration, qui est surtout un auxiliaire de l'administration, n'a pas le pouvoir qu'avait un Kamdem Nihim qui organiquement était lié aux associations, organiquement était lié à la diaspora, évidemment, était lié à toutes les structures des Baham, à toutes les structures des Bamileke par le Kumze, et donc qui avait beaucoup plus de pouvoir que n'importe quel chef parce que les tontines, parce que les manjos, parce que les associations des femmes, etc., étaient organiquement liées à eux et ils pouvaient donc, sans beaucoup d'efforts vraiment, parce qu'entre lui et celle-ci, il y a une relation générique, ils pouvaient donc leur donner l'ordre d'entrer dans le maquis, ce qui serait fait. Ou bien, il pourrait y avoir un effet de répétition dans d'autres chefferies à partir du Kumze. Parce que justement, le fait qu'il ait été déposé par l'administration n'avait pas été reconnu par le Kumze, qui automatiquement a fait passer le mot d'ordre, n'est-ce pas, de soulèvement à main, et puis avec voilà, de prise des armes par la Constitution, n'est-ce pas, des groupes d'autodéfense, etc., etc. Et lorsqu'on lit l'histoire de l'Ouest, n'est-ce pas, du Grand Ouest, on se rend compte que les premiers actes de dissidence, les premiers actes de terrorisme, comme on dirait, était le fait que les chefferies étaient brûlées. Il y avait des chefferies qui partout étaient brûlées. Les chefferies qui étaient brûlées, c'est encore quelque chose sur lequel il faudrait sans doute écrire. Parce que évidemment, notre histoire n'étant pas écrite, il y a encore des zones d'ombre là. La question qui se pose, c'est de savoir qui mettait le feu aux chefferies et quelle chefferie spécifiquement était brûlée. Par exemple, la chefferie de Bangwa, qui était celle d'un des chefs qui avait été mis à sa place par l'administration coloniale pour remplacer un autre chef qui, lui, était organiquement lié, n'est-ce pas, à la terre, aux associations, etc., etc. Voilà, par exemple, des chefferies qui avaient été brûlées. Mais aussi, il s'agit de savoir qui étaient ceux qui brûlaient. Est-ce que c'était les maquisards eux-mêmes, du moins, ou bien est-ce que c'était dans les nationalistes, ou bien est-ce que c'était les Tui-Tui, c'est-à-dire mettre le feu pour mettre le feu et puis brûler tout, n'est-ce pas, de manière archaïque, de manière tout simplement destructive et puis créer le chaos afin que les nationalistes soient accusés de ces crimes généraux. Ce sont des questions qui sont encore ouvertes, mais elles permettent quand même du moins de se rendre compte que l'histoire de notre pays devrait encore être écrite parce que la déposition d'un chef aujourd'hui ne peut pas se passer comme ça de manière générale dans un pays qui a une très longue histoire de déposition de chefs et dont l'entrée dans la guerre civile a justement été causée par un chef déposé. Pour revenir sur la crise anglophone et puis l'introduction, n'est-ce pas, des Takumben dans cette bataille-là, il est aussi essentiel de se rappeler que le côté populaire de la crise anglophone a commencé évidemment le 22 septembre 2017 et le 1er octobre 2017 avec les Takumben, mais surtout avec l'entrée en scène des chefs, qui ont été choisis déjà par le leadership ambazonien comme étant les remplaçants de l'autorité administrative, c'est-à-dire ceux chez qui on devrait aller pour pouvoir reconstituer une communauté qui était en danger. Et les chefs ont été choisis à bon escient parce que c'est eux qui ont une relation organique avec déjà la communauté, mais aussi avec toute la diaspora à travers les associations, les tontines dont j'ai parlé, mais aussi parce que c'est eux qui ont l'assise morale, je n'ai pas dit politique, l'assise morale pour parler aux communautés dans la langue qui est celle de cette communauté-là, mais aussi qui ont la possibilité de relier les communautés à tout l'espace général qui est celui, n'est-ce pas, de la dissidence. J'espère quand même que nous avons compris et je le souhaite vraiment
que nous avons compris que, d'une part, l'outrage est structuré dans les communautés du Grand Ouest, mais aussi l'outrage a une histoire bien précise qui est celle de la Révolution et que celle-là est ancrée dans une histoire bien précise aussi, qui n'est pas seulement celle tribale, comme on dirait, mais qui est celle nationale même, à commencer par, d'une part, n'est-ce pas, la dissidence de Camden Nihim à Baham, d'autre part, avec celle de Takumben dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comme quand nous voyons qu'il y a une symphonie de la dissidence, une symphonie de l'outrage là, qui permet de dire avec aisance que lorsqu'on pose un acte critique, lorsqu'on exprime un point de vue critique, c'est-à-dire que lorsqu'on dit quelque chose contre le président de la République, on le dit en connaissance de cause, mais aussi on le dit parce qu'on est assis sur les épaules de géants. C'est-à-dire qu'on parle en sachant que l'écho de sa voix résonne, n'est-ce pas, dans les chapitres nombreux de notre peuple, résonne dans les associations nombreuses de notre peuple, résonne dans la voix générale des minorités, dont la plus visible, évidemment, ce sont les femmes, dont les plus visibles, c'est ceux qui sont exclus, dont les plus nécessiteux, c'est ceux qui sont piétinés par le pouvoir. Voilà les réflexions que je voulais mettre sur la table aujourd'hui. Et donc, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup. On gère. On gère.